Salut mes amis, vous êtes dans la chaîne Dr Y et moi je suis Dr Armen, professeur Armen Astvatsatrian de l'Arménie, des rêvants de l'Arménie. Et Dr Y, ou Dr Pourquoi, c'est moi, quoi. Et mes amis, aujourd'hui on va parler de cardiomyopathie hypertrophique. Mes amis, mes étudiants, asseyez-vous, prenez vos places, vos stylos, le papier et on y va. Donc, la cardiomyopathie hypertrophique est une maladie congénitale ou acquise caractérisée par une hypertrophie ventriculaire importante accompagnée d'un dysfonctionnement diastolique, par exemple du rétrécissement aortique, coarctation de l'aorte ou HTA systémique. Ça, c'est très discutable concernant l'hypertension. Donc, s'il a une hypertension, c'est plus une cardiomyopathie hypertrophique. Mais bon, ok. Les symptômes sont la dyspnée, les douleurs thoraciques, les syncopes et la mort subite. Un souffle systolique augmenté par la manœuvre de Valsalva est généralement présent dans la forme hypertrophie obstructive. Le diagnostic repose sur l'échocardiographie ou IRM cardiaque, MRI, imagerie, résonance magnétique. Le traitement repose sur le bêta-bloqueur, le verapamil, le disopyramide, le mavacamten et parfois la réduction chimique ou l'exérèse chirurgicale d'un obstacle sur la voie d'éjection. Une cardiomyopathie est un trouble primitif du muscle cardiaque. La cardiomyopathie hypertrophie est une cause fréquente de mort subite chez l'athlète jeune. Elle peut entraîner une syncope inexpliquée et peut ne pas être diagnostiquée malheureusement, avant l'autopsie. Étiologie de la cardiomyopathie hypertrophique. La plupart des cas de cardiomyopathie hypertrophique sont héréditaires. On a identifié au moins 1500 mutations différentes qui sont transmissibles sur un mode autosomique dominant. Les mutations spontanées peuvent également survenir. Au moins 1% sur 500 est atteinte. L'expression phénotypique varie fortement. Rarement, la cardiomyopathie hypertrophique est acquise. Elle peut se développer en cas d'acromégalie, de phéochromocytome et de néofibromatose. Physiopathologie de la cardiomyopathie hypertrophique est assez intéressante. Il existe des anomalies du myocarde avec désorganisation des cellules de myofibrilles, bien que ces perturbations ne sont pas spécifiques de la cardiomyopathie hypertrophique. Dans le phénomène le plus fréquent, le septum antérieur et la paroi libre antérieure qui lui est contiguë, sous la valvule aortique, est nettement hypertrophiée et épaisse, avec peu ou pas d'hypertrophie de la paroi postérieure ventriculaire gauche. Parfois, une hypertrophie apicale isolée se produit. Cependant, pratiquement n'importe quel schéma asymétrique d'hypertrophie ventriculaire gauche peut être observé, et chez une petite minorité de patients, même une hypertrophie symétrique a été notée. Environ 2/3 des patients présentent une physiologie obstructive au repos ou pendant l'exercice. L'obstruction est le résultat d'une impédance mécanique à l'écoulement du ventricule gauche au cours de la systole du fait d'un mouvement antérieur systolique de la valvule mitrale. Au cours de ce processus, la valvule mitrale et l'appareil valvulaire sont aspirés dans les conduits d'éjection du ventricule gauche par un effet Venturi produit par le flux sanguin à grande vitesse. Par le flux sanguin à grande vitesse, ce qui entraîne une obstruction de flux
et une diminution du débit cardiaque. Une une régurgitation mitrale peut également se produire du fait d'une distorsion du mouvement des valves dû au mouvement antérieur systolique de la valvule mitrale. Cette obstruction de la régurgitation valvulaire contribue au développement de symptômes liés à l'insuffisance cardiaque. Moins fréquemment, l'hypertrophie septale médio-ventriculaire produit un gradient intravasculaire au niveau de piliers, entraînant rarement une augmentation de la tension de la paroi du ventricule gauche et au risque accru d'un anévrisme apical du ventricule gauche. La contractilité est grossièrement normale, ce qui aboutit à une fraction d'éjection normale. Par la suite, la fraction d'éjection est élevée, car le ventricule a un petit volume et se vide presque complètement pour maintenir le débit cardiaque. L'hypertrophie aboutit à une cavité rigide, non compliante, habituellement le ventricule gauche, bien évidemment, qui résiste au remplissage diastolique, élevant la pression télédiastolique et augmentant ainsi la pression veineuse pulmonaire. À mesure que la résistance au remplissage augmente, le débit cardiaque diminue, un effet aggravé par tout gradient d'éjection présent. Comme le temps de remplissage est raccourci lors d'une tachycardie, les symptômes tendent à apparaître principalement à l'effort ou lors d'une tachyarrhythmie. Le flux sanguin coronaire peut être atteint, entraînant un angor, un syncope ou des troubles du rythme, et en l'absence de maladies des artères coronaires épicardiques. Le flux peut être altéré car la densité capillaire est insuffisante relativement à la taille des myocytes, déséquilibre capillaire myocyte, ou car la diamètre de la lumière des artères coronaires intramyocardiques est rétrécie par l'hyperplasie et hypertrophie médiale. Donc, une discordance entre l'offre et la demande peut également être présente en raison de l'augmentation de la demande en oxygène causée par hypertrophie et les conditions de charge défavorables. Dans certains cas, le myocyte meurt progressivement, probablement parce que le déséquilibre capillaire myocyte entraîne une ischémie diffuse chronique. Bien. Eh bien, au fur et à mesure que les myocytes décèdent, ils sont remplacés par une fibrose diffuse. Ensuite, le ventricule hypertrophié, avec dysfonctionnement diastolique, se dilate progressivement et une dysfonction systolique se développe. Eh bien, symptomatologie de la cardiomyopathie hypertrophique, généralement les symptômes apparaissent entre 20 et 4 ans et surviennent à l'effort, mais sont très variables. Mais les symptômes peuvent être très variables. Donc les symptômes peuvent être très variables. Ils comprennent la dyspnée, les douleurs thoraciques, rappelant habituellement l'angor typique, bien évidemment, les palpitations et les syncopes. Comme la fonction systolique est préservée, la fatigue est rarement observée. L'anomalie de la fonction diastolique est responsable de la plupart des symptômes. En cas d'obstruction des voies, des sorties, la différenciation des symptômes dus à l'obstruction par rapport à ceux provoqués par une fonction diastolique anormale peut être difficile, assez difficile. Une syncope peut survenir à l'effort, soit parce que l'obstacle à l'éjection s'aggrave avec l'augmentation de la contractilité, soit du fait d'un trouble du rythme,
auriculaire ou ventriculaire. Les syncopes sont un marqueur de risque de mort subite. Le syncope des cardiomyopathies hypertrophiques, mes amis, un marqueur de risque de mort subite. La pression artérielle et la fréquence cardiaque sont habituellement normales et les signes d'augmentation de la pression veineuse sont rares. Lorsqu'il existe une obstruction sur la voie d'éjection, le pulse carotidien a une montée rapide, un pic bifide et une descente abrupte. Ok. Un quatrième bruit cardiaque, B4. S4. B4. Hein. Un quatrième bruit cardiaque, B4. B4. C'est pas des échecs, hein? B4. Est souvent présent et un rapport avec une contraction auriculaire de force augmentée contre un ventricule gauche peu compliant en télédiastole. Chez les patients présentant une forme obstructive de cardiomyopathie hypertrophique, on peut entendre d'un souffle systolique d'éjection qui n'irradie pas dans le cou. Ce souffle est au mieux entendu sur le bord sternal gauche du troisième et quatrième espace intercostal. Une insuffisance mitrale due à la distorsion de l'appareil mitral peut être entendu à l'apex. Le souffle éjectionnel de la cardiomyopathie hypertrophique peut être augmenté par la manœuvre de Valsalva, qui réduit le retour veineux et le volume ventriculaire gauche diastolique, par des mesures qui réduisent la pression aortique, par exemple la nitroglycérine, ou bien par une contraction post-extrasystolique, ce qui augmente le gradient de pression au niveau de la chambre d'éjection. L'effort de serrage isométrique de main augmente la pression aortique et diminue ainsi l'intensité du souffle. Concernant le diagnostic de la cardiomyopathie hypertrophique, bien sûr, suspicion clinique, notamment syncope incompréhensible, autres symptômes ou souffle, échocardiographie et ou IRM. Le diagnostic est suspecté sur le souffle typique et les symptômes. La suspicion est accrue si le patient a des antécédents de syncope inexpliqués ou des antécédents familiaux de mort subite inexpliqués. Une syncope inexpliquée chez les gens sportifs doit toujours faire suspecter une hypertrophie cardiomyopathique. La cardiomyopathie hypertrophique doit être distinguée du rétrécissement aortique et de la coronaropathie qui produisent des symptômes semblables. Des troubles cardiaques infiltrants moins fréquents tels que la maladie d'Anderson-Fabry et la cardiopathie amyloïde peuvent simuler des signes de la cardiomyopathie hypertrophique. L'ECG et l'échocardiographie bidimensionnelle et ou IRM, les meilleurs taux de confirmation non invasifs, sont effectués. On effectue souvent une RX thorax, X-ray, RX thorax, mais celle-ci est habituellement normale car les ventricules ne sont pas dilatés, bien que l'oreillette gauche puisse être dilatée, mais par la RX routine, tu ne vas faire rien remarquer. Les patients qui présentent un syncope ou des troubles du rythme soutenu doivent être hospitalisés sans doute. Un test d'effort et un holter pendant 24 heures peuvent être utiles chez les patients à haut risque, bien qu'il soit difficile d'identifier précisément les patients. Bon, l'ECG montre habituellement les modifications de voltage caractéristiques de l'hypertrophie du ventricule gauche, c'est-à-dire onde S en dérivation 21 plus onde R en dérivation 25 ou 26 plus que 35 mm. Mais bon, des ondes Q septales très profondes en première dérivation, AVL, V5 et V6 sont souvent
Présente dans l'hypertrophie septale asymétrique. La cardiomyopathie hypertrophique entraîne parfois des ondes Q en veine et V2 simulant un antécédent d'infarctus du myocarde septal. Les ondes T sont habituellement anormales. L'anomalie la plus fréquente est des ondes T inversées symétriques profondes en dérivation 1 AVL 25 NV6. Il existe souvent un sous-décalage du segment ST dans la même dérivation, en particulier dans la forme apicale obstructive. L'onde P est souvent élargie et encochée en dérivation 2, 3 et AVF, avec une onde P biphasique en 21 à 22, témoignant d'une hypertrophie de l'oreillette gauche. L'incidence du phénomène de préexcitation du type des syndromes WPW, Wolff-Parkinson-White, qui peut entraîner des palpitations et augmenter. Un bloc de branches est bien fréquent. L'échocardiographie Doppler bidimensionnelle peut différencier les différentes formes de cardiomyopathie et quantifier la gravité de l'hypertrophie et le degré de l'obstruction de la voie d'éjection. Ces mesures sont particulièrement utiles pour surveiller l'effet du traitement médical ou chirurgical. Une fermeture mésosystolique de la valvule aortique se manifeste parfois en cas d'obstruction sévère de la voie d'éjection. Une surveillance ambulatoire sur 24 est recommandée pendant l'évaluation initiale et tous les 1 à 2 ans pour évaluer les risques de mort subite cardiaque et orienter le traitement des troubles de rythme. Le cathétérisme cardiaque n'est habituellement pratiqué que lorsqu'on envisage un traitement invasif. Habituellement, aucune sténose importante n'est présente dans les artères coronaires, mais les patients âgés peuvent avoir une coronaropathie concomitante. Les marqueurs génétiques n'influencent pas le traitement et n'identifient pas les individus à haut risque. Cependant, les tests génétiques peuvent être bénéfiques pour le dépistage des membres de la famille. Pronostic de la cardiomyopathie hypertrophique. Globalement, la mortalité annuelle est d'environ 1% chez l'adulte, mais elle est plus élevée chez l'enfant. La mort est habituellement subite. La mort subite est la complication la plus fréquente. L'insuffisance cardiaque chronique est moins fréquente. Un risque plus élevé de mort subite d'origine cardiaque est prédit par la présence des facteurs de risque suivants. Antécédents familiaux de mort subite cardiaque dus à une cardiomyopathie hypertrophique, à un arrêt cardiaque ou des troubles du rythme ventriculaire soutenu. Antécédents personnels de syncope inexpliqués, d'arrêt cardiaque ou de troubles du rythme ventriculaire soutenu. Tachycardie ventriculaire répétitive, non soutenue, répétée sur ECG ambulatoire. Hypertrophie massive du ventricule gauche, épaisseur plus que 30 mm. Dysfonction du ventricule gauche, fraction d'éjection moins de 50%. Anévrisme apical du ventricule gauche. Rehaussement étendu et tardif diffus de la prise de contraste de gadolinium en IRM. Eh bien, traitement de la cardiomyopathie hypertrophique, ce bêta-bloqueur, inhibiteur calcique, inotrope négatif et limitant la fréquence cardiaque, donc verapamil, mavacamten, éviter le nitrate, le diurétique et un inhibiteur de la SCA. SCA, c'est enzyme de conversion de l'angiotensine. Donc, quand je dis SCA, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Juste inhibiteur, hein? Inhibiteur. On comprend ce qu'est inhibiteur de la SCA. Inhibiteur, c'est inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Éventuellement, antiarythmique, par exemple, disopyramide, amiodaron, on n'en prescrit pas. Éventuellement, cardioverteur, défibrillateur implanté et parfois intervention chirurgicale
ou ablative. Le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique dépend du phénotype. Les patients sans obstruction ont généralement une évolution clinique stable, sans symptômes significatifs, bien que certains présentent des symptômes d'insuffisance cardiaque dus à un dysfonctionnement diastolique. Les bêta-bloqueurs et les inhibiteurs calciques bradycardisants avec un effet vasodilateur réduit, habituellement c'est le verapamil, seuls ou combinés sont la base du traitement. Par la diminution de la fréquence cardiaque qui prolonge la durée de l'emplissage diastolique, ce qui peut augmenter le remplissage ventriculaire gauche chez les patients présentant un dysfonctionnement diastolique. Cependant, l'efficacité à long terme d'une telle thérapie n'est pas été prouvée pour le moment. Chez les patients présentant un phénotype obstructif, outre les tentatives d'amélioration de la fonction diastolique, le traitement vise à réduire le gradient de sortie. Les inhibiteurs non dihydropyridiniques des canaux calciques, verapamil, diltiazem, les bêta-bloqueurs et les disopyramides réduisent le gradient du flux sortant, par leur effet inotropé négatif. Cet effet inotrope négatif. Les disopyramides semblent être plus efficaces en cas de gradient de repos, alors que les bêta-bloqueurs sont les plus adaptés pour réduire les gradients qui se produisent à l'effort. Les bêta-bloqueurs sont généralement considérés comme un traitement de première intention, tout à fait. En cas de phénotype obstructif, les disopyramides permettent de soulager les symptômes. En cas d'échec du traitement de première intention par bêta-bloqueur, le verapamil ou le diltiazem. Les patients qui continuent d'éprouver des symptômes liés à des gradients significatifs de drainage, plus que 50 mm mercurium, malgré un traitement médical, sont candidats à un traitement invasif. Lorsqu'elle est pratiquée dans un centre expérimenté, la myectomie chirurgicale a une faible mortalité opératoire avec d'excellents résultats. Ce qui en fait la thérapie préférée de ces patients. L'ablation septale à l'alcool par cathéter percutané est une alternative à la chirurgie chez les patients âgés et à risque chirurgical élevé. Les médicaments qui diminuent le précharge, par exemple dérivés nitrés, diurétiques, inhibiteurs, DCA, bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2, diminuent la taille des cavités et aggravant la symptomatologie de ces patients. Les vasodilatateurs augmentent les gradients dans la chambre d'éjection, en entraîne une tachycardie réflexe qui diminue encore la fonction ventriculaire et diastolique. Les médicaments inotropes, par exemple glycoside digitalique, catécholamine, aggravent l'obstruction éjectionnelle, ne diminuent pas la pression télédiastolique élevée et peuvent induire des troubles du rythme. Le mavacamten, l'inhibiteur oral de myosine cardiaque, aucune idée de ce médicament, qui réduit la formation des ponts actine-myosine, a montré des résultats prometteurs. Il a soulagé les symptômes, réduit l'obstruction du canal d'éjection du ventricule gauche et augmenté la tolérance à l'effort en cas de cardiomyopathie hypertrophique. En cas de syncope ou d'arrêt cardiaque, ou si un trouble du rythme ventriculaire soutenu est confirmé par l'ECG ou par Holter de 24 heures, il faut envisager de recourir à un cardioverteur défibrillateur implantable, CVI, cardioverteur défibrillateur implantable. Une controverse existe quant à la nécessité de placer un défibrillateur chez les patients qui ne font pas de syncope, d'arrêt cardiaque soudain ou d'arythmie ventriculaire.
il est généralement admis que l'insertion d'un cardioverteur défibrillateur implantable doit être envisagée chez les patients présentant des caractéristiques de risque élevés. Les caractéristiques d'un haut risque comprennent d'antécédents familiaux d'arrêt subit cardiaque prématuré, une épaisseur du septum ventricule gauche plus que 30 cm, une prise de contraste retardée à l'IRM cardiaque, on parle de gadolinium, syncope inexpliquée, survie après un arrêt cardiaque ou d'une arythmie ventriculaire, multiples accès de tachycardie ventriculaire non soutenue, fraction d'éjection de ventricule gauche moins de 50%. Maladie en phase terminale, bien sûr, un anévrisme ventriculaire gauche. La myomectomie et l'ablation alcoolique ont été utilisés pour diminuer l'obstruction à la sortie et réduire les symptômes. Il n'y a pas de différence prouvée entre ces interventions en ce qui concerne la mortalité, mais la myomectomie soulage mieux l'obstruction et réduit la nécessité et répéter l'intervention. Éviter le sport de compétition était précédemment recommandé parce que des morts subites peuvent survenir en cas d'effort accru. Les lignes directrices actuelles recommandent que les athlètes atteints de cardiomyopathie hypertrophique subissent une évaluation complète et une discussion partagée du risque potentiel avec un spécialiste expert en cardiomyopathie hypertrophique. Le traitement de la phase dilatée congestive de la cardiomyopathie hypertrophique est le même que celui de cardiomyopathie dilatée à prédominance systolique. Un conseil génétique est indiqué en cas de hypertrophie septale asymétrique. Eh bien, point clé de la cardiomyopathie hypertrophique, point clé. La cardiomyopathie hypertrophique est généralement due à l'une de nombreuses mutations génétiques qui causent différents types d'hypertrophie ventriculaire qui restreignent le remplissage, c'est-à-dire provoquent un dysfonctionnement diastolique et parfois gênent la sortie du ventricule gauche. Le flux sanguin peut être altéré même en l'absence d'athérosclérose coronarienne si la densité capillaire est insuffisante et si les artères coronaires intramyocardiques sont rétrécies par l'hyperplasie et l'hypertrophie intimale et médiale. À un jeune âge, les patients peuvent avoir des douleurs thoraciques, une dyspnée, des palpitations, un syncope. Une syncope peuvent parfois mourir de façon soudaine, généralement à cause d'un effort. Une échocardiographie est effectuée, mais s'il est possible, une IRM montrera mieux le myocarde anormal. Utiliser des bêta-bloqueurs et ou des inhibiteurs calciques pour diminuer la fréquence, généralement verapamil, pour diminuer la contractilité du myocarde et de ralentir le rythme cardiaque et de prolonger ainsi le remplissage diastolique et de réduire l'obstruction d'écoulement. Envisagez d'utiliser des mavacamten pour diminuer les gradients dans le canal de sortie du ventricule gauche, améliorer la capacité d'exercice et de réduire les symptômes. Éviter les nitrates et les autres médicaments qui diminuent la précharge. Par exemple, les diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion d'angiotensine, les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2, car ils diminuent la taille du ventricule gauche et aggravent son fonctionnement. Poser un défibrillateur automatique implantable en cas de syncope ou d'arrêt cardiaque soudain. Faire une myectomie chirurgicale ou une ablation septale alcoolique chez les patients présentant des symptômes malgré un traitement médical. Bon, mes amis, je pense que c'est largement suffit de parler à cardiomyopathie
hypertrophié. Merci pour votre attention. N'oublie pas, s'il vous plaît, de s'abonner à cette chaîne Dr. Y dans le YouTube là. Et pas uniquement s'abonner, mais de suivre quoi. Et suivre cette chaîne-là. Bon, la chaîne, c'est le nom de chaîne, c'est Dr. Y. Docteur pourquoi? Ben ça, c'est moi. Allez, bonne chance, on se voit. On se quatre.